Et c'est parti pour l'enregistrement. Donc, on commence aujourd'hui avec la correction où on va refaire quelques exercices ensemble. Donc, on va faire ça à chaque semaine. Si vous avez des exercices spécifiques avec lesquels vous avez eu de la misère, n'hésitez pas à les recommander. Sinon, je vais prendre habituellement un exercice de chaque section pour être capable de faire un peu le tour de qu'est-ce qu'on a vu. Donc, si on retourne sur le site de cours, on avait la section atelier qui avait notre première liste d'exercices. On avait à l'intérieur, nous, à faire tout ce qui était avant les fonctions. Donc, les fonctions, c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, on avait les scripts de variables saisie et affichage. On avait les conditionnels boucles et opérateurs logiques. Et après ça, on avait les fonctions, mais nous, qu'on ne touchait pas. Donc, on va faire quelques exercices à l'intérieur de ça. On a l'utilisation de Google Colab qui est disponible. Okay? Donc, c'était sur le site de cours, Google Colab. On est capable d'y retourner puis d'aller rechercher les différents fichiers qu'on a déjà utilisés en passant. Donc, si je m'en vais sur cette page-là de base, je vais avoir les derniers notebooks que j'ai utilisés, puis je vais pouvoir les rouvrir au besoin. Aussi, sachez que durant, mettons, les ateliers, vous pouvez créer des nouveaux notebooks vides dans lesquels vous allez pouvoir écrire des nouvelles cellules de texte, des nouvelles cellules de code à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on va faire ici. Je me crée un nouveau notebook pour faire quelques exercices de notre première séance. Donc, la chose la plus facile, on va aller chercher un exemple. Puis, on peut aller se créer une cellule de texte qui va juste avoir le contenu pour que je sois capable de le regarder facilement. Puis, à partir de là, je vais vouloir, dans la cellule de code, construire le programme qui répond aux critères demandés. Fait qu'on commence, puis ça nous demande de demander à l'utilisateur de saisir un nombre. Donc, quand notre programme, on veut aller saisir de l'information, on avait vu qu'on peut utiliser la fonction input pour l'instant. On va avoir plus tard des fonctions de saisie plus automatisées là, qui vont pouvoir aller lire de fichiers, qui vont pouvoir aller lire de bases de données, qui vont pouvoir aller lire de ressources web. Mais pour l'instant, on fait ça un peu à la main avec des saisies manuelles. Donc, pour faire une saisie, on va avoir une assignation, donc avec le nom de la variable, un égal, suivi de notre fonction input, puis on peut marquer qu'est-ce qui va être demandé dans la saisie elle-même. Là, ici, puisque c'est un nombre, que c'est une entité numérique, on avait vu que le input, par défaut, ça génère des types de type string, donc de type de chaîne de caractères. Les chaînes de caractères, c'est du texte littéral, puis avec ça, on ne pouvait pas faire des additions, des soustractions, et ainsi de suite. Donc, pour être capable de convertir la chaîne, mettons 5-7, pour que ça devienne le nombre 57, on pouvait utiliser la fonction de conversion int, qui me permet de construire ça en nombre juste numérique, en valeur numérique. Fait que je réussis à avoir un nombre. Ensuite, le script affiche, bon, ici, il va sûrement avoir un print de quelque chose. Si le nombre est positif, négatif ou nul. Donc, ici, on peut voir qu'on a une condition à vérifier. Donc, on dit que moins 34, blablabla, le nombre est négatif. Donc, pour avoir une conditionnelle, on avait le if qui me permettait d'avoir une condition par la suite. Là, ici, qu'est-ce qu'on veut regarder? On veut regarder est-ce que le nombre est positif, négatif ou nul. Donc, on peut avoir est-ce que le nombre est positif? Qu'est-ce que ça implique positif? C'est que c'est plus grand que 0. Donc, on avait vu les opérateurs relationnels
qui allait me permettre de construire ici une représentation de vrai ou faux, qui va me permettre, donc c'est le if, la condition, le 2 points. Puis après ça, à l'intérieur, j'ai un niveau d'indentation, donc un décalement de la marge, puis les instructions qui vont s'exécuter quand cette condition est vraie, je peux les mettre ici. Donc, je peux écrire ici, le nombre est positif. Fait que je peux immédiatement tester ce programme-là, hein, parce que ça va toujours être intéressant de faire ça de manière itérative. Donc, je peux exécuter ça. Le premier coup que tu utilises un nouveau notebook, ça se connecte à un ordinateur, ça prend quelques secondes, donc ça me demande le nombre. Si je rentre un nombre qui est positif, ça devrait m'afficher que le nombre est positif. Puis en ce moment, si je rentre un nombre qui n'est pas positif, ça devrait rien faire. Donc là, ce qu'on veut, c'est rajouter des conditions pour être capable de avoir les autres cas possibles. Donc, on avait vu pour rajouter des conditions, on pouvait utiliser le elif pour un else if. Donc, si on avait juste une autre condition possible ou une autre possibilité, j'aurais pu juste avoir le else tout seul. Mais là, puisque je veux tester une deuxième condition, je peux utiliser le elif. Faire attention, le elif va être sur le même niveau d'indentation que le if initial. Donc, dans le elif, on veut tester une autre condition possible. Donc, je veux tester, est-ce qu'il est négatif? Donc, est-ce qu'il est plus petit que 0? Donc, avec ça, je peux indiquer que le nombre est négatif. Puis encore une fois, je peux le tester. Donc, immédiatement, si je rentre quelque chose, je peux voir que le nombre est négatif. Si je rentre quelque chose, je peux voir qu'il est positif. Puis là, il me reste s'il est nul. En ce moment, il ne se passe rien. Donc, je veux avoir une troisième condition possible pour être capable de régler ce cas-là. Ici, la troisième condition, on peut la faire de manière complètement avec un autre elif. Okay? Donc, on peut avoir ici le print, et on peut dire que le nombre est nul. Puis à partir de là, quand je vais avoir le 0, je vais avoir le nombre est nul. Par contre, ici, puisque c'est la dernière condition possible, une autre variation aurait d'avoir utilisé le else à la place. Donc, si c'est plus grand que 0, je m'en vais là. Après ça, je check est-ce que c'est plus petit que 0, je m'en vais là. Puis s'il n'y en a aucun des deux qui était bon, ben, va faire celui-là, c'est certain que c'est juste 0 qui est possible. Donc, si j'essaie avec juste le else, ça reste fonctionnel. On va essayer les autres. C'est positif. C'est négatif. OK, ça va bien avec tout ça. Donc, ça ici, c'est notre premier exercice, juste par curiosité, savoir où c'est qu'on s'en va. Pour ceux qui avaient fait les exercices la semaine passée, il y avait combien de personnes qui avaient réussi à faire cet exercice-là, juste à mettre un petit crochet vert dans le Zoom ou un petit thumbs up pour indiquer que ça a bien été, qu'on a eu. Donc, il y a eu du monde qui l'ont fait. Est-ce qu'il y a du monde qui l'ont tenté, mais qui n'ont pas réussi à le faire? Donc, vous pouvez mettre un. C'est quoi les réactions possibles? Je pense qu'il y a un petit X comme réaction possible pour indiquer que ça a moins bien été. Je n'ai pas personne qui indique que ça a moins bien été. J'ai des mains levées de Hélène. Est-ce que c'est une question? C'était juste pour dire que. Non, c'était la réaction. Excellent. Pas de problème. Même chose pour Karim. Est-ce que c'était une question? C'était juste pour indiquer que ça avait été correct. Non, c'est juste une indication. Excellent, excellent. Super. Donc, ça semble bien aller. Hop là, on s'en va avec ça. Parfait. Donc, ça, c'était notre premier exercice. On s'en va ensuite dans les exercices avec les boucles. Donc, on va aller tout de suite vers la fin. Ça va être notre deuxième exercice de la soirée pour le carré d'étoiles. Donc, on demandait, on va
reprendre. On va le copier ici. Et puis là, ici, en Markdown pour qu'on puisse juste voir le résultat. On va mettre ça dans un bloc. Après, on va mettre dans un petit bloc comme ça. Et une fois comme ça, on va aller mettre le code en dessous. Donc, encore une fois, on commence avec une saisie. Pour l'instant, il faut avoir comme nos éléments initiaux d'information. On ne voit pas Donc, ton écran, Diego. pardon? On ne voit pas l'écran. On ne voit pas mon écran. Est-ce qu'il y a Non. d'autres mondes qui peuvent dire est-ce qu'ils voient l'écran ou pas? Et on le voit. On voit. On le voit. Ah, maintenant c'est bon. Maintenant c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon. Je sais pas Parce que je sais que des fois, Zoom, il fuck, là, fait que... Ah oui, je j'aurais sais pas si partagé. j'ai... Ouais, maintenant c'est correct, c'est bon. Merci. OK, c'est bon. Si vous pouvez juste agrandir, s'il vous plaît. Ah oui, certainement, certainement. Et... Est-ce que comme ça, c'est rendu assez grand? Oui, mais est-ce que vous pouvez agrandir la fenêtre, je veux dire? Vous avez genre comme ça? Oui. Excellent. Ouais, merci. Donc, vous voyez encore la fenêtre, là, juste pour être certain que vous voyez le desktop. On est bon? Oui. Oui. Super. Donc, on est dans notre problème de carré d'étoile. On commence, puis on va vouloir saisir la dimension du carré. Donc, même principe, on a une assignation, même principe que juste précédemment. Là. On veut avoir une valeur numérique. Donc, on va avoir un input, puis à l'intérieur, on peut dire ça. Et juste avec ça, ça nous donne la première partie de je veux savoir c'est quoi la dimension. Une fois que j'ai cette information-là, je vais vouloir faire afficher le résultat des étoiles ici. Donc, pour être capable de faire ça, il faut être capable de faire un paquet de print avec des étoiles qui sont collées, le bon nombre d'étoiles, puis après ça, les différents sauts de ligne par la suite. Donc là, ici, il y a vraiment beaucoup de manières de faire ce numéro-là. Plus on a de connaissances, plus il y a des manières faciles de le faire. Là, je vais utiliser une première méthode qui va seulement utiliser les choses qu'on avait vues la semaine passée. Mais si vous avez déjà fait des cours de programmation préalablement, il y a d'autres manières de faire qui sont possiblement plus efficaces. Donc, le principe, c'est on va vouloir utiliser les boucles. Puis on avait vu les deux types de boucles, la boucle while qui me permet de boucler tant qu'une condition n'est pas atteinte, puis la boucle for qui me permet de boucler un nombre de fois précis. Fait que le principe, c'est combien de fois est-ce qu'il va falloir que je fasse quelque chose ici? Bien, si j'ai 5, il faut que je fasse 5 étoiles par ligne, puis il faut que je fasse 5 lignes. Fait qu'il va falloir que je boucle 25 fois en tout, qui est en fait le nombre de lignes fois le nombre de colonnes, le 5 fois 5. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire pour s'aider? On va avoir deux boucles qui vont être imbriquées l'une dans l'autre. Puis, on va dire, ben, je vais faire les 5 lignes. Puis, pour chaque ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 5 affichages de 1 étoile. Fait que pour faire des boucles imbriquées, ben, premièrement, pour faire la boucle, on avait le for. On pouvait utiliser un nom de compteur. Par convention, habituellement, I, J et K, c'est les noms de compteurs qui sont utilisés. Donc, on avait le for, le nom du compteur, un in, puis là, on avait qu'est-ce que je voulais compter. On avait vu qu'on avait la fonction range qui était disponible pour être capable de faire ce qu'on veut. Puis la fonction range devait prendre une valeur. Donc, dans ce cas-ci, ça va être la valeur qu'on a saisie préalablement pour être capable d'avoir l'information à l'intérieur. Une fois que j'ai cette partie-là, je vais avoir besoin d'une deuxième. Donnez-moi juste une deuxième boucle qui va être requise à l'intérieur de la première boucle. Fait que, on va avoir une deuxième boucle.
les deux boucles ont besoin d'avoir des compteurs différents parce que sinon, ils vont se réécrire un par-dessus l'autre. C'est pas super. Mais on va prendre le même principe de la dimension. Fait que là, ici, je vais avoir 5 itérations pour chacune des colonnes. Puis, en précisant que je rentre 5 dans la dimension. Là. Puis, je vais avoir pour les 5 lignes aussi. Donc, pour 5 lignes, je vais avoir 5 colonnes chacune. Comment est-ce qu'on fait une fois qu'on a ça ici? Bien là, je peux afficher une étoile. Fait que si j'essaye ça, on va voir ce que ça donne. Ça me donne mes 25 étoiles, mais là, la problématique, c'est que par défaut, print, il va afficher l'élément, puis il va faire un saut de ligne par la suite. Si on veut ne pas avoir ça, on avait vu des variations de print qui me permettaient d'avoir ce qu'on appelle des paramètres nommés. Donc, ici, si on tourne avec le print, on avait vu qu'on peut changer le séparateur, puis on peut aussi changer est-ce qu'il y a un saut de ligne ou pas à l'intérieur de notre print. Donc, si on change le séparateur pour que ça soit rien, on va voir que ça ne change rien. Hein? Donc, le séparateur, en ce moment, il n'y en a pas parce que je n'ai pas plusieurs éléments. Nous, ce qui est intéressant à ce point-ci, c'est celui qui est le saut de ligne. Donc, je ne veux pas qu'il y ait de saut de ligne par défaut. Donc là, si je rentre 5, ben, ils affichent les 25, mais là, tout sur une ligne. Fait que là, il faudrait qu'à chaque fois que j'aille terminer la ligne, il faudrait que je fasse un saut de ligne. Fait qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qui se passe dans ce print-là. Ce print-là se passe à l'intérieur de cette boucle-là. Si je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe après la boucle, après qu'il en ait fait 5, je veux le mettre à la même indentation que cette boucle-là ici. Donc, je peux avoir ici le print. Puis, qu'est-ce que je veux printer? Bien, en fait, je veux juste rien, là, je veux juste un saut de ligne. Fait que je peux tout simplement avoir le double guillemet, en fait, 2 guillemets simples ou 2 doubles guillemets avec rien à l'intérieur. Lui, ça va automatiquement faire un saut de ligne. Et là, à ce point-là, si j'essaie de faire le 5, ça va me donner le résultat escompté. Donc, si j'essaie d'en mettre un plus grand, comme genre 7, on peut voir que ça continue à être un carré. All right. Fait que ça fait le tour des 2 exercices que je voulais voir avec vous pour la première série. On va ensuite aller regarder les fonctions que vous allez pouvoir faire les exercices. Puis, on va aussi entamer la deuxième partie intermédiaire avec les listes, les chaînes et autres collections. Avant qu'on se relance, est-ce que vous avez des questions d'ordre général? Est-ce que ici, vous trouvez que ça va trop vite, trop lent? Est-ce que ça va bien? Ici, pour avoir un petit peu le pouls de la classe, ce que je vais vous demander, c'est à l'intérieur du chat de juste marquer dans le chat, dans Everyone, là, une valeur de 1 à 5. 5 étant, je suis extrêmement confortable à l'intérieur du cours, je trouve que tout va bien, même que peut-être que c'est un petit peu trop lent. 4 étant, gars, ça va bien, j'ai fait les exercices, ça a bien été, tout a été correct. Jusqu'à 2, 3, comme je pense qu'il va falloir que j'en fasse un petit peu plus. Puis 1, c'est je suis complètement perdu. OK? Je trouve que ça va beaucoup trop vite, puis j'ai des problèmes. Donc, habituellement, entre 3 et 5, c'est que les choses vont pas mal. S'il y a des 2 ou des 1, là, c'est là que je commencerai à regarder avec vous, poser des questions, essayer de rediriger qu'est-ce qui se passe. Excellent. Super. Merci beaucoup pour votre coordination. Ça me permet de savoir que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème, puis qu'on peut continuer à la même vitesse. Donc, on va aller regarder dans notre cours 1. Donc, encore une fois, là, on va reprendre où on avait arrêté la semaine passée. Vous pouvez aller rechercher sur Google Colab votre premier
éléments du cours 1, puis on va pouvoir continuer dans la section des fonctions. Donc, qu'est-ce qu'une fonction dans le monde de la programmation? Donc, c'est des séries d'instructions qu'on va pouvoir rappeler autant de fois qu'on veut. Puis, ces fonctions-là, pour être capable de les utiliser, on va pouvoir leur fournir des paramètres qui sont variables. Donc, si on se retourne à nos mathématiques du secondaire, là, on avait le principe de, si on a une calculatrice, on a le sinus, on a le cosinus, ben, on marquait sin, on mettait des parenthèses, on mettait un angle, puis ça nous donnait le résultat de cette opération-là, de cette formule mathématique-là. Ben, le principe des fonctions, c'est un peu la même pensée. On a une fonction qui va avoir un nom, on va avoir des parenthèses, puis on va pouvoir mettre différents paramètres. Et en fait, les fonctions, on a déjà utilisé avec le input, avec le print. Là, on va aller voir un peu comment les construire par nous-mêmes, ces fonctions-là, puis comment les appeler quand on en a besoin. Donc, par défaut, la fonction la plus boboche, c'est d'avoir un bloc de code qui va commencer avec le mot-clé def, pour define. Donc, on va définir une fonction. De définir une fonction, ça ne change pas rien sur l'exécution courante. Donc, ça fait juste dire, voici une fonction, elle existe, je ne l'ai pas encore utilisée. Donc, si on se fait ici une fonction quelconque, donc les fonctions, je peux ensuite avoir un nom à la fonction. Le nom à la fonction, c'est un identificateur qu'on avait jasé la semaine passée. Donc, des lettres, des chiffres, il faut que ça commence par une lettre. Faire attention aux minuscules, majuscules. On a ensuite des parenthèses. On va pouvoir mettre des choses en parenthèses plus tard, mais pour l'instant, on peut mettre ça vide. On a ensuite un 2 points pour dire que c'est un bloc d'instructions, comme avec le if, comme avec le for. Puis ensuite, à l'intérieur, on va avoir différentes instructions qui vont pouvoir être exécutées de manière séquentielle quand je vais faire un appel à la fonction. Donc, si j'exécute ça, tout seul, il ne va rien se passer. Donc, je l'ai exécuté, il n'y a pas rien, il n'y a pas de print qui s'est passé. Puis si, admettons, ici, je le démonte, je le fais après la définition de fonction. J'ai marqué quelque chose, il y a un espace ici. Yep. Donc, ça existe après la définition de fonction. Ça exécute quand même des choses. C'est juste que la fonction a été définie, puis elle peut être invoquée par la suite. Bien, pour être capable de l'invoquer, qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir utiliser le nom de la fonction, comme on a fait avec print, comme on a fait avec input, puis on va pouvoir faire un appel à la fonction. Puis quand je fais appel à la fonction, qu'est-ce qu'il fait? Il arrête où c'est qu'il est, il s'en va faire qu'est-ce qu'il y a dans les instructions, puis après ça, il revient où c'est qu'il était. Donc, on peut dire, quand je fais ici une utilisation de la fonction, on peut dire que c'est après, ici je vais mettre après l'appel de la fonction. Donc, ça ici, c'est ce qu'on appelle un appel de fonction. Puis, qu'est-ce qui est le fun quand on a une fonction? C'est qu'on va pouvoir en avoir plus qu'un appel. Puis, à chaque fois que je fais l'appel, il va aller faire les instructions au complet. Je refais un appel, il refait les instructions complètes, et après ça, il continue où il était rendu. Donc, ça me permet d'avoir des blocs de code qui vont faire des tâches simples et précises. Donc, ça va être très intéressant quand on va vouloir avoir des manipulations, parce qu'on va pouvoir avoir les différents éléments à manipuler. On va pouvoir faire le calcul, ça va pouvoir me donner un résultat que je vais pouvoir charger quelque part. Donc, on a habituellement les différentes fonctions au début de notre cellule de code, puis après ça, on a l'utilisation de la dite fonction. La fonction a deux éléments additionnels, deux options possibles. La première, c'est le principe de paramètres d'entrée.
Donc, les paramètres d'entrée, qu'est-ce qui va se passer? C'est quand j'ai besoin d'utiliser des informations quand je fais appel à ma fonction. Dans le même principe que quand j'ai un SIN, hein, la fonction SIN, il faut qu'elle aille un angle. Sinon, elle n'est pas capable de fonctionner. Okay? Même chose pour le print. Quand j'essaie d'utiliser print, il faut que j'y donne quelque chose à afficher. Sinon, il ne sait pas quoi faire avec. Donc, le principe des fonctions, c'est qu'on va pouvoir leur donner des paramètres qui vont pouvoir être utilisés à l'intérieur de la fonction pour être capable d'avoir des éléments qui sont variants avec notre calcul, avec notre formule. Donc, comment ça va fonctionner? On va avoir, même principe, def pour la définition de la fonction, le nom de la fonction, les parenthèses. On va avoir la liste des différents paramètres. Donc, les noms des paramètres, ça va être comme des variables que je vais devoir envoyer quand je vais vouloir utiliser la fonction. Fait que, ici, j'ai un exemple où j'ai 2 paramètres d'entrée. Donc, quand j'ai plusieurs paramètres, je vais les délimiter avec une virgule. Puis, une fois que j'ai mes différents paramètres, je vais pouvoir les utiliser à l'intérieur de la fonction comme si c'était des valeurs que tu aurais déjà préparées. Donc, on a ici un exemple. On va faire un appel à cette fonction-là. Si je n'envoie pas de paramètres, ça va me créer une erreur. Hein? Puis ça me dit, j'ai utilisé cette fonction-là, ça manquait les 2 paramètres positionnels, là, okay? Donc, qui est le paramètre 1 et 2. Donc, var 1 et var 2 n'étaient pas là. Fait que si je veux utiliser cette fonction-là correctement, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois, moi, mettre les valeurs à l'intérieur dans le même ordre qui vont apparaître à l'intérieur de l'appel. Donc, quand j'essaie ça, ça va prendre les 2 valeurs, ça va venir les mettre dans ces 2 éléments-là, puis ça va venir les multiplier ensemble. Quand on fait des appels de fonctions, les différents paramètres d'entrée, c'est des expressions. Qu'est-ce que ça implique? Ça veut dire que je peux avoir pas mal n'importe quoi qui me donne une réponse. Qui va pouvoir être utilisé. Fait qu'ici, ça a été 354, puis quand j'ai exécuté cette affaire-là, ça a été évalué à 342 plus 2. Donc, ça fait le 342 fois le 344. Hein? Il me donne ici, ça a l'air 117 648. Donc, on est capable d'envoyer pas mal n'importe quelle information qui vient de nos autres calculs, qui pourrait même venir de nos autres fonctions. Donc, on va voir dans notre prochaine section que la deuxième option pour les fonctions, ça ne va pas seulement d'avoir des paramètres d'entrée, mais ça va être d'avoir un retour. Donc, la majorité des fonctions, en fait, ça va être des fonctions qui ont un retour. Donc, le principe ici, c'est qu'on peut avoir une fonction, puis à l'intérieur de la fonction, on va avoir le mot-clé return. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire le return? Bien, ça va arrêter la fonction de là, même s'il y avait des instructions en dessous, ils ne vont pas se faire. Puis le résultat qui était là, ça va venir prendre la place de l'appel. On va voir qu'est-ce que ça veut dire ici. Donc, on a un exemple de retour. Pour l'instant, je peux avoir ici des paramètres d'entrée, je peux ici avoir des calculs, mais le principe, c'est que je vais tout le temps avoir un return, puis je vais avoir une expression. Fait que ça pourrait être un autre calcul, ça pourrait être une variable, ça pourrait être aussi une valeur littérale. Donc ici, je vais juste mettre 10, mais ça pourrait être le résultat d'une variable qui s'appelle réponse, de x plus 5 ou de y divisé par 22, et ainsi de suite. Puis le principe ici, c'est que quand j'ai une fonction avec un retour, je peux l'utiliser n'importe où c'est que j'aurais besoin d'avoir une valeur, où c'est que j'aurais besoin d'avoir une expression. Mais qu'est-ce qui va se passer ici? J'ai un print, puis habituellement, le print, il va prendre ce qu'il y a à l'intérieur, puis l'afficher. Mais là, qu'est-ce qu'il va avoir à l'intérieur? Il va faire un appel à cette fonction-là, il va faire toutes les instructions. L'instruction va retourner la valeur 10, puis qu'est-ce qui va arriver? Le résultat, le retour de la fonction, va prendre la place de l'appel de ma fonction. Donc ici, ça va me donner 10. À partir de là, je peux avoir, mettons, une variable,
qui reçoit le résultat de l'appel, mais le résultat de l'appel, je l'additionne à quelque chose, puis après ça, j'affiche cet élément-là. Donc, on a ici, ça me donne 10, ça fait 10 plus 10, c'est assigné dans le X. Ensuite, j'affiche le X, ça me donne 20. Donc, on est capable de construire des fonctions qui vont avoir des paramètres d'entrée, donc les éléments variants. Puis le principe, c'est faut être capable un peu d'identifier ces éléments-là de paramètres d'entrée. Donc, c'est quoi les éléments primordiaux à savoir quand j'ai une fonction pour être capable de trouver ma réponse. Puis après ça, j'ai des retours qui me permettent de dire, ben, voici la réponse que tu cherchais. Tu peux l'utiliser n'importe où d'autre dans ton programme. Donc, ça, c'est le principe des fonctions. Il va y avoir beaucoup de fonctions qui existent à l'intérieur de modules dans le monde de Python. Donc, il va falloir être capable d'importer ces modules-là, puis d'être capable d'utiliser les différentes fonctions qui font partie de ce module-là. Donc, habituellement, je vais vous dire, ben, voici tel module, voici telle fonction qui sont utiles. OK? Donc, pour être capable d'importer, on a la commande import, puis là, j'y donne le nom du module que je veux importer. Puis, une fois que j'ai importé le module, pour être capable d'utiliser les fonctions du module, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir le nom du module, point, le nom de la fonction du module. Puis ça va me permettre de faire ce que j'ai besoin. Un exemple rapide, c'est, si on regarde ici, j'ai un lien vers la librairie, correct? La librairie math, okay, qui me permet d'avoir des fonctions de seuil, des fonctions de factoriel, des fonctions d'absolu. Okay? Ben, on a une fonction juste de racine carrée. Donc, si ici, il ne l'a pas mis dans un bloc de code, on va faire ça. Donc, j'importe la librairie. Dans la librairie, j'ai la fonction SQRT. Donc, si je m'en retourne voir, ici, je devrais être capable de trouver SQRT dans la liste des différentes fonctions de SQRT. Donc, j'ai la fonction SQRT qui retourne la racine carrée du nom. Donc, quand je l'exécute, ici, on exécute ça, puis ça me donne la racine carrée du nom. Donc, on devrait être capable d'utiliser les différents modules, on devrait être capable de présenter ces différents éléments-là sans avoir trop de problèmes. Parfait. Ça fait le tour de notre la fin de notre premier cours. Avec ça, vous allez être capable de construire, de faire les exercices des fonctions de notre première série d'exercices. Pour l'instant, on va se prendre une petite pause, mettons 10 minutes, et après ça, on va pouvoir aller dans notre deuxième cours qui va parler des collections. Donc, on va jaser de listes, de sets et d'autres informations. Avant de faire ça, est-ce qu'il y a des questions sur qu'est-ce qu'on vient de voir ou des interrogations? Vous venez de parler tout à l'heure des librairies de fonctions, c'est ça? Exactement. Est-ce qu'il existe des packages? Est-ce que c'est la même chose, le package et librairie, c'est le même terme? Exactement. Donc, OK. package, librairie, module, c'est tous des termes interchangeables. OK. En Python, le terme officiel, c'est module. Mais même certains modules se disent que c'est des librairies, fait que c'est tout synonyme. Là. OK. Merci. Monsieur, Oui. pour nous, j'ai vu 3 modules qu'on va regarder ensemble avec vous. Alors, maths, NAM et d'autres choses. Alors, c'est vraiment, il faut faire l'accent sur ces 3 modules pour l'examen, pour le TP, pour... On va voir un petit peu plus tard les différents modules qu'on va étudier plus en détail. Il n'y en a pas encore à regarder. Là, je voulais juste voir la syntaxe qui nous permettait de l'utiliser. Donc, on va voir ça quand on va travailler avec Pandas, quand on va vouloir
regarder une librairie plus en détail. OK. Ah non, parce que chez vous, c'est 3 modules à afficher, alors je pensais que c'est le module principal pour notre Non, cours. ça là, il est juste intéressant parce qu'il est inclus avec Python, là. Il n'est pas trop gros, fait qu'il est pas, il fait pas peur quand tu le regardes. OK, merci. Ceux que nous, on va étudier sont un petit peu plus volumineux, puis on va les étudier en détail à l'intérieur de cours. Est-ce que ça répond à ta question? Plus ou moins. Celui-là, si tu veux aller en regarder un, là, celui-là que nous, on va aller voir, c'est Pandas. Donc, c'est lui qui va être celui qu'on va le plus utiliser, là. Fait que lui, il a sa propre documentation, il y a un Getting Started que tu peux aller regarder, mais on va aller regarder ça, nous, ensemble, là, à l'intérieur du cours. Oui, merci. J'ai une petite question, Monsieur Hugo, Mhm. peut-être d'ordre général. Bien, certainement. Fait que si je comprends bien, à la fin de ce cours, on serait capable de faire l'ETL, le cycle de vie d'un ETL juste avec Python? Exactement. Fait que sans utiliser ni de SSIS, ni de... C'est Exactement. que Donc, de Python. c'est une alternative ici là, qu'on est en train de voir dans cette deuxième partie de cours-là. OK, cool. Merci. Vous avez dit que l'alternative qu'on va voir est plus puissant que les outils qui existent comme SSIS, puis Plus puissants, altérés. c'est vite dit, là, sont plus versatiles pour des problèmes plus complexes. Donc, plus c'est difficile à faire dans SSIS, plus ça devient facile en Python. En tout cas, plus c'est accessible en Python, puis que c'est là que comme tu veux aller chercher la solution. OK, merci. Parfait. Fait que on va se prendre une petite pause. On va mettre une annotation. Et on dit pause. Mettons à 18h55. Parfait. À tout de suite. Merci.
All right. On est de retour. Donc, aujourd'hui, on va regarder les collections de données. Donc, jusqu'à présent, on est capable de faire des petits programmes, on est capable de construire maintenant des fonctions, on est capable de saisir de l'information, on est capable de les modifier, mais la majorité du temps, on a une très grande panoplie d'informations. Hein? Donc, si, admettons, je veux sauvegarder les résultats des notes dans la classe, si je veux faire un programme en ce moment, il faudrait que j'aille une variable pour chacun des résultats. Ça ne marche pas super bien pour quand je veux commencer à faire des calculs avec ça. Je ne suis pas capable de facilement les additionner ensemble. Si la taille de la classe change, ça ne fonctionne pas non plus. Ça me prendrait différentes versions pour différentes tailles de classe. Donc, j'ai besoin d'avoir une méthode, des outils appropriés pour être capable de travailler avec ce qu'on appelle des collections de données, d'avoir des amalgames de valeurs ensemble. Donc, en Python, il existe plusieurs différentes sources de collection. La première, puis la plus répandue, c'est le principe de liste. C'est aussi appelé dans d'autres langages des tableaux, okay? Mais les listes se veulent être un petit peu plus dynamiques que les tableaux, là, mais des fois, si je m'échappe, puis j'ai un lapsus, puis que je dis tableau, je veux parler de liste. Donc, le principe de liste, ça va être d'avoir, encore une fois, un amalgame de données ensemble. Donc, avec une seule variable, je vais être capable d'avoir une panoplie d'informations. Fait que je veux la liste des notes étudiants, puis ça va être le 97, 98, 87, 85, 92. On voit que la classe est très forte. Puis, le principe ici, c'est que je vais être capable de dire, OK, j'ai ma liste de notes, puis dans ma liste de notes, j'ai toutes ces valeurs-là de disponibles. Pour être capable de retrouver ces valeurs-là, pour être capable de se situer dans cette liste de valeurs, qu'est-ce que je vais faire? C'est je vais numéroter chacune des cases de ma liste. Donc, la première note, ça va être à la case, puis là, ici, il faut faire attention, en programmation, les différentes collections commencent avec un indice, okay, le numéro de la case, on dit que c'est un indice 0. Donc, si ma première note, c'est un 87, si je veux aller la chercher, je vais pouvoir dire, va dans ma liste, va à la case 0, puis c'est cette valeur-là que je vais pouvoir aller chercher. Puis si je vais aller chercher à la case 5, okay, qui est la sixième case, parce que ça va être 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hein, il y en a 6 pour la case numéro 5. Ça va être cette valeur-là que je vais aller chercher. Fait que le principe des listes, c'est en fait une version étendue des variables. C'est juste qu'à l'intérieur d'une seule variable, je peux avoir plusieurs valeurs qui vont être dans des cases numérotées à partir de 0. Fait que pour être capable de gérer ça, on va avoir aussi une syntaxe spéciale, une manière d'écrire le code spécial pour indiquer « Hey, ça, c'est pas une variable normale, ça va être une liste et il faut le traiter de sa propre manière spéciale. » Donc, le principe, c'est que ça va être les crochets carrés qui vont représenter une liste. Donc, quand je vais vouloir créer des listes, je vais pouvoir utiliser les crochets carrés puis mettre des éléments à l'intérieur, puis ça va automatiquement me créer une liste. Donc, la liste la plus boboche, ça va être des crochets carrés. Je délimite les différents éléments avec des virgules. Et j'ai un exemple ici où j'ai une liste avec 4, 6, 3, 5, 7. Les éléments de la liste peuvent être de n'importe quel type, puis peuvent être même de différents types à l'intérieur de la même liste. Donc, on voit ici, OK, on a une autre liste, c'est des chaînes de caractères. On peut avoir ici une liste avec différents types, donc une valeur numérique, une valeur booléenne, une valeur textuelle. Ça va fonctionner quand même. À partir de là, je peux aussi avoir une fonction de conversion qui va essayer de convertir des choses qui ne sont pas des listes en listes. Fait que, mettons, ici, j'utilise la fonction range qui me donne ce qu'on appelle un accesseur. Il va être capable de convertir ça en liste pour donner toutes les valeurs possibles. Fait que le 0, 1, 2, 3. Je peux aussi utiliser des opérations spéciales sur les listes. Donc, je peux utiliser, mettons, la multiplication, le fois. Là. Ça ne fera pas une multiplication comme on le fait habituellement.
ça va répéter la liste automatiquement. Donc, plein de manières de créer des listes disponibles. Une fois qu'on a créé la liste, on va vouloir aller chercher les informations à l'intérieur des éléments de cette liste-là. Donc, pour être capable d'aller accéder à la case numéro tant et la case numéro tant, qu'est-ce que je fais? Bien, quand j'ai créé ma liste, donc ici, je me crée une liste que j'ai appelée X, j'ai mis les valeurs à l'intérieur, puis qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller... changer de place. Donc, je vais utiliser le nom de la liste, puis ensuite, je vais utiliser des crochets carrés, okay, pour indiquer je veux accéder à un élément spécifique de la liste. Donc, je peux utiliser l'indice à l'intérieur de ces crochets carrés-là, puis ça va aller chercher la valeur à la position que j'ai mis à l'intérieur des crochets. Fait que si je dis X, puis va-t'en à la case numéro 2, la case numéro 2, c'est laquelle? Bien, ça, c'est la case 0, ça, c'est la case 1, et ça, c'est la case 2. Donc, ça va m'afficher le 5. Je peux utiliser cette nomenclature-là aussi comme destination d'assignation. Donc, je peux mettre ça à gauche d'une assignation avec une nouvelle valeur. Puis là, quand je regarde, ça m'affiche la nouvelle version. Puis si j'affiche la liste au complet, le print est capable d'afficher une liste. Donc, je peux voir ici, je vais commencer avec 3, 2, 5, 6, 7. Et maintenant, j'ai 3, 2, 4, 6, 7 parce que j'ai écrasé l'ancienne valeur qui était à l'indice numéro 2. Dans l'indice aussi, qu'est-ce qui est intéressant de savoir, c'est que l'indice est une expression. Donc, on peut mettre une expression comme indice. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça veut dire que je peux écrire des choses comme 1 plus 1, puis ça va me donner un élément. Ou sinon, je peux dire print de x crochet 2. 1. Des choses de même. Qu'est-ce qui va se passer quand je fais ça? Bien, le principe, c'est que ça ici, c'est une valeur. Hein? Donc, x de 1, c'est combien ça? Bien, x de 1, c'est 2. Fait que ça va venir mettre 2 ici. Fait que là, ça va devenir x de 2. Fait que le x de 2, ben, c'est 0, 1, 2. Donc, ça va afficher, en fait, celui-là ici, hein, parce qu'on l'a remplacé. Donc, 0, 1, 2, ça va réafficher le 4 pour être capable de avoir des expressions qui sont utilisées dans mes indices. On va voir aussi qu'on va pouvoir utiliser des compteurs, hein, mélanger ça avec des books, puis là, ça va devenir très intéressant très rapidement. Les listes sont dynamiques. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça avant qu'on continue? Je suis certain. Cette question comme ça, si on donne un indice qui n'existe pas, je reçois un message d'erreur, j'imagine. Exactement. Donc, excellente question. Si on va essayer de lire dans notre liste un indice qui n'existe pas, on a ici un index error. Okay? Il me dit que l'index est en dehors du range. On va voir qu'il y a des manières de gérer ça pour dire que si ça arrive, je vais pouvoir prendre contrôle quand on va aller regarder les différentes méthodes des listes. Merci. Élément important sur les listes. Donc, les listes... S'il vous plaît. Oui. On ne peut que dupliquer. On ne peut pas faire l'addition. Tout à l'heure, vous avez fait la multiplication. Ça a dupliqué la liste. Ouais. Fait que ici, si on l'essaye, mettons que je fais print x plus 3, on voit ici que le plus ne peut pas être utilisé avec une valeur directe. OK? Fait que on ne peut pas faire n'importe quelle opération. Le fois, c'était un spécial. C'est pour ça qu'il était affiché. On va voir plus tard, quand on va commencer à travailler avec justement les modules, puis les librairies d'ETL, puis les librairies de transformation de données, que les listes ils ont évolué. Là. Il y a maintenant un nouveau type
qui nous permet de faire ce genre d'opération-là un petit peu plus convivialement, mais les listes sont trop de base pour être capable de faire ça. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, merci. Excellent. Donc, on a vu que les listes sont mutables. Ça veut dire qu'une fois que les listes existent, je peux changer des choses à l'intérieur, puis elles continuent d'exister. Okay? Les listes sont aussi dynamiques. Qu'est-ce que ça implique, ça? Ça implique que la taille de la liste peut changer au cours de mon programme. Donc, je vais pouvoir rajouter des éléments à ma liste, puis je vais pouvoir en retrancher aussi. Donc, le principe, c'est j'ai une liste ici, puis ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir ajouter un nouvel élément à cette liste-là. Fait que pour être capable d'utiliser des ajouts, je vais utiliser une nouvelle fonctionnalité de Python qui s'appelle les méthodes. Donc, les méthodes, c'est des fonctions qu'on vient juste de voir, mais qui sont rattachées à des variables. Okay? Puis ces variables-là, c'est des variables spéciales qu'on appelle des objets. Donc, ça vient avec quelque chose qui s'appelle la programmation orientée objet. On va voir un petit peu plus tard dans la session, dans l'étape. Mais le principe, c'est je vais vouloir utiliser ce qu'on appelle une méthode. Donc, une méthode, encore une fois, c'est une fonction qui est rattachée à une variable qui est d'un type spécial, qui est une variable de type objet. Donc, comment est-ce que je fais pour utiliser une méthode? Si je te dis que X, bon, on a vu que ça me crée une liste, je l'assigne dans X. Donc, X, en ce moment, c'est une liste. Puis, les listes, c'est ce qu'on appelle des objets, sont capables d'utiliser des méthodes. Ce n'est pas n'importe quelle variable qui sont capables d'utiliser les méthodes, c'est seulement les variables de type objet, qui sont comme toutes les variables fancy. Donc, qu'est-ce qu'on a vu auparavant, comme les int, les float, les bool, ce n'est pas des variables objets, c'est ce qu'on appelle des types primitifs. Les variables objets, elles, peuvent utiliser les méthodes comme les listes. Comment est-ce qu'on fait? Donc, on utilise le nom de la variable, on a un point, puis après le point, on a le nom de la méthode, le nom de la fonction spéciale qui se rattache à notre objet, à notre variable. Puis après ça, ben là, c'est comme une fonction. Donc, s'il y a des paramètres d'entrée, bon, j'ai des parenthèses, je mets les valeurs à l'intérieur, puis au besoin, ça peut aussi avoir un retour. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas. Mais le principe, c'est j'ai une méthode qui s'appelle append qui me permet de rajouter un élément à la liste. Donc, j'ai ensuite le print okay, qui va m'afficher à la case numéro 3 qui n'existait pas encore. Quand j'ai rajouté quelque chose, ça s'est rajouté automatiquement à la fin de la liste. On va voir qu'il existe d'autres méthodes pour être capable de changer ça, mais pour l'instant, ça s'ajoute à la fin de la liste avec le append. J'ai une question de Hicham. Toujours par rapport aux objets, quand on fait le point, est-ce que ça nous propose les différentes méthodes? Ça dépend des environnements de travail. Quand on travaille avec Google Colab, oui. Donc ici, je peux voir, je viens de faire X point, là, puis je peux voir qu'on a la liste okay, des différentes méthodes possibles pour les listes qui apparaît automatiquement. OK. C'est bon. Merci. Puis je crois que si tu l'écris, non, il n'est pas capable de le faire ça. Mais au moins, tu as la liste des différentes méthodes possibles. Oui, merci. Donc, le append me permet de rajouter un élément. Ensuite, on va voir qu'on peut aussi faire ce qu'on appelle de la concaténation de listes. Donc, la concaténation de listes, ça va être le principe de concaténation, c'est de coller deux choses ensemble pour que ça devienne un nouveau tout commun aux deux. Hein? Donc, j'ai une liste à gauche, j'ai une liste à droite, je veux les concaténer pour que ça me donne une mégaliste. Donc, on peut utiliser le plus pour être capable de faire de la concaténation. Là, si vous avez porté attention, il y a quelqu'un qui a posé une question, est-ce qu'on peut juste faire plus comme on faisait fois tantôt? Puis là, j'ai fait plus, puis ça n'a pas marché. Bien, le principe ici, c'est que le plus fonctionne seulement si les deux éléments sont des listes. C'est à ce moment-là que les deux listes vont être capables d'être concaténées ensemble. Donc ici, ça va concaténer la première avec le set de plus, puis la deuxième, fait que ça va concaténer la première
suivi de la deuxième, le X plus le Y, qui devient notre nouvelle liste dans Z. Donc, on peut faire de la concaténation de listes. Donc, on peut modifier les listes. Ça fonctionne. On est capable d'ajouter des éléments avec le append. On est capable de créer des nouvelles listes avec la concaténation. Pour réduire une liste, pour diminuer la taille d'une liste, il faut détruire certaines cases. Donc, pour détruire des cases, on a une nouvelle opération qui est l'opération del, pour delete, qui me permet de détruire une ou plusieurs cases. Donc, pour l'instant, on va regarder comment détruire une case. Donc, si je dis dans del, delete la case numéro 2, lui, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va aller à la case 0, la case 1, la case 2. Cette case-là va être détruite. Qu'est-ce qui se passe dans une liste quand on détruit une case? Bien, il faut garder l'ordre des différents indices. On n'a pas le choix, ça commence à 0, puis le prochain, ça va être 1, le prochain, ça va être 2, le prochain, ça va être 3. Fait que si je délite une des cases, qu'est-ce qui va arriver avec le reste? Bien, le reste va se tasser, hein, puis va venir prendre la place de l'ancien emplacement. Fait que même si je délite la case 2, j'ai encore une case 2. C'est juste que ce n'est plus la même valeur parce que tout s'est tassé pour venir prendre la place de l'autre. All right. Fait que les listes sont dynamiques. On est capable de parcourir des listes. Donc, on est capable de regarder dans une liste, puis d'être capable de regarder plusieurs de ces éléments un après l'autre. C'est ça qu'on va faire la majorité du temps. Là. Donc, ici, qu'est-ce qui est intéressant? J'ai une liste créée de manière complètement arbitraire. Puis, on va voir qu'on peut utiliser le for avec la liste. Mais avant de regarder ça, j'ai une question d'Horace. Je souhaiterais savoir, lorsque vous avez concaténé la liste, il y a eu des éléments en double. Est-ce qu'il est possible de le concaténer en enlevant les éléments doublés? Oui, donc on va voir que la liste, c'est juste une des types de collections. Donc, il existe un type de collection spécifiquement pour ce genre de problématique-là qui s'appelle les sets, qu'on va aller regarder un petit peu plus tard. OK, merci. Donc, on était à regarder comment parcourir la liste et d'être capable d'avoir des instructions, mettons, qui vont travailler avec chacun des éléments. Donc, ici, on a une liste de base, puis je peux utiliser ma boucle for avec le in, puis je peux directement envoyer le résultat de... Bien, je peux directement mettre la liste à l'intérieur. Donc, quand j'exécute ça ici, j'ai le A qui va être comme les différents éléments, puis le X qui est la source de ces éléments-là. Fait que ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre chacune des valeurs tour à tour, puis ça va devenir la nouvelle valeur de A. Donc, lui, il va faire une boucle, puis il va afficher le 3, il va afficher le 5, il va afficher le 2, il va afficher le 5 des éléments de ma liste. Une autre méthode pour être capable de travailler avec les listes, ça va être le principe. Si on va marquer maintenant taille pour se séparer un petit peu. Pour travailler justement avec des listes, souvent on va vouloir aller détruire des choses, regarder la taille, aller à certains emplacements spécifiques. On peut utiliser ce que nous, on a déjà vu avec le range. Okay, on vient de voir ici qu'on a une fonction len pour length, hein, taille, qui me permet de savoir il y a combien d'éléments. Hein, donc ici, si je regarde on va rerouler ça avec le texte. Donc, j'ai la book for, puis j'ai une taille de 4, j'ai 4 éléments. Donc, je peux utiliser ça comme compteur dans un range. Ici, l'autre méthode standard, ça va être d'avoir quelque chose comme ça ici. Fait que là, la question, c'est quand je fais ça. Le range, okay, le i, il va avoir quelle valeur possible? Bien, le range, on avait su que ça me génère une liste de valeurs. Puis cette liste de valeurs-là va commencer à 0, puis il va se rendre... Oui? Je pense qu'il y a quelqu'un qui... Est-ce que tu avais une question, Hicham? Ou c'était démuté? Les 3 valeurs. Regarde. Non,
En fait, j'ai dit juste 3 valeurs, c'est juste ça. Ah, oui, oui. En fait, il va y en avoir 4 valeurs. Donc, si on regarde ici, puis on fait le print de i, ça va aller jusqu'à 3, mais il ne faut pas oublier que ça part à 0. Hein? Donc, il va y avoir 4 valeurs différentes. Puis c'est pour ça, en fait, que le range commence à 0. Parce que ça me permet de mettre directement le length de quelque chose. Puis ce qui va arriver, c'est que ça va être les différents indices de ma liste. Hein? Parce qu'on avait dit que ça, c'est l'indice 0, ça, c'est l'indice 1, ça, c'est l'indice 2, ça, c'est l'indice 3. Fait que quand je vais vouloir afficher l'indice, et je vais pouvoir aussi indiquer la valeur en utilisant cet indice-là comme indice qui travaille dans ma liste. Fait qu'on a l'indice 0, 1, 2, 3, puis là, on a la valeur 3, 5, 2, 5. On a donc 2 méthodes pour travailler avec, pour être capable de parcourir les différentes listes. Un autre élément qui a rapport avec les listes, puis on va le regarder rapidement pour l'instant, mais on va y revenir quand on va aller regarder plus en détail la gestion de données plus complexes. C'est ce qu'on appelle le découpage de listes. Donc, si j'ai une liste quelconque, je suis capable d'aller chercher un sous-ensemble de cette liste-là. Okay? Juste de tel indice à tel indice. Donc, quand je utilise mon accesseur avec mes crochets carrés, je peux utiliser une valeur de départ puis une valeur de fin. Là, ici, faire attention à la valeur de fin, ça marche comme avec le range. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ça va être exclu de la sélection. Ici, comme exemple, ça me permettrait d'aller chercher à partir de la case numéro 2, hein, qui serait 0, 1, 2. Donc, la première valeur, ça serait C. Puis, je vais chercher jusqu'à la 4e case, mais elle est exclue. Fait que je vais chercher 2, 3, j'irai jusqu'à 4, mais je ne la prends pas. Donc, j'ai de 2 à 4 qui vont être C et D. Donc, le 2 points me permet de dire je veux aller chercher de telle place à telle place dans ma liste. Tu peux aussi omettre un des 2 bords. Ça va soit prendre directement du début ou aller jusqu'à la fin, dépendamment du bord que tu utilises. Donc, on ne l'utilisera pas pour l'instant, okay, cet élément-là, mais plus tard, ça va revenir avec nos librairies de gestion de données. Autre chose qui est importante à savoir quand on travaille avec les listes, c'est le principe que la liste, si tu la bouges, si tu la modifies, pardon, à l'intérieur d'une fonction, cette modification-là va rester quand même. Donc, ici, le principe, c'est faire attention. Là, donc, j'ai une première liste, j'appelle ma fonction. Dans la fonction, je modifie une valeur. Puis quand j'affiche le résultat, je peux voir ici le résultat qui n'est pas la liste initiale. Okay, donc, faire attention. On dit que c'est du passage par référence. Ensuite, on va aller regarder qu'est-ce qui est intéressant de faire avec des listes. Donc, souvent, on va vouloir trouver des éléments. Est-ce que ça existe dans la liste ou pas? Donc, ici, on peut utiliser la fonction, pas la fonction, mais l'opération in qui me permet de générer un vrai ou faux pour savoir si une valeur spécifique existe dans la liste ou pas. Donc, j'ai une liste. Je suis capable de dire, est-ce que ça, c'est dans ma liste? Ça me retourne un vrai ou faux. Fait que, mettons, je peux l'utiliser dans un if. Puis, si ce n'est pas là, ça génère faux. Puis, c'est, dans ce cas-ci, pas affiché. Donc, le in me permet de trouver est-ce qu'un élément existe. Là, ici, question connexe, on pourrait se dire, là, qu'est-ce qui arrive si je veux, mettons, trouver l'indice de cet élément-là pour l'utiliser par la suite? On va voir qu'il existe d'autres méthodes pour être capable de faire ça. Il existe aussi des méthodes, des fonctions de base qui travaillent avec les listes. Donc, si on s'en va voir
Python, puis functions. OK. Donc, ici, on a une série de fonctions de base, puis il y en a plusieurs qui travaillent avec des listes. Donc, particulièrement, il va y avoir des fonctions de... ici, on a le min et max qui me permettent de trouver les valeurs minimum et maximum à l'intérieur des listes. Aussi, à l'intérieur de certaines librairies, comme mettons la librairie math de tantôt, il y a d'autres fonctions, mettons, plus statistiques, ou il y a aussi une librairie statistics qui existe, où on va avoir différentes fonctions statistiques qu'on va pouvoir appliquer sur les listes, comme la moyenne, la médiane, okay, le mode, donc les éléments statistiques standards. On a donc ces fonctions-là qui peuvent travailler avec les listes puis qui vont te donner le résultat. On avait vu qu'on avait des méthodes disponibles avec les listes. Donc, on a vu le append, mais on va voir qu'il y en existe d'autres qui existent autant pour la gestion des éléments que de la recherche. Donc, on a le append qu'on a déjà vu. On a le insert qui est une version différente du append. Donc, le append va le mettre à la fin de la liste. Le insert, lui, va le mettre à l'endroit donné. Donc, je peux donner un indice, okay, en anglais, c'est index, puis y donner un item qui va aller positionner. Fait que lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir dans le milieu de la liste, il va tasser le reste, puis il va venir mettre qu'est-ce que moi je veux. Le index me permet de retourner l'indice de l'élément trouvé. Donc, on avait ici le in qui me permet de savoir est-ce que ça existe ou pas. Bien, le index me permet de retourner le premier élément. Donc, si je veux avoir plus que le premier élément, il faut que je commence à faire des choses manuellement là, par moi-même avec des book4 pour être capable de le faire. On a le remove qui me permet d'avoir une valeur puis d'enlever cette valeur-là de la liste. On l'enlève juste une fois, par exemple. S'il y a plus là plusieurs fois, il faudrait le gérer nous-mêmes. Puis on a deux méthodes qui vont permettre de changer l'ordre des éléments. Donc, on a le sort qui va permettre de trier les éléments. Donc, ça marche avec des valeurs numériques. Puis, on a le reverse qui va inverser, faire un miroir sur le milieu des différentes valeurs. Le sort et le reverse, okay, donc c'est des méthodes que tu fais juste appeler, puis à partir de là, ça modifie ta liste. Il faut faire attention, okay, dans les espèces de gotcha possibles. On a le principe de copie de listes qui peuvent être faites, mais par défaut, ça ne va pas se faire comme on pense. Donc, si j'essaye de faire quelque chose comme ça, okay, donc je crée une liste, je prends ma liste, puis je le mets dans une autre variable, ben, ça ne va pas créer une deuxième liste qui va être indépendante. Ce que ça va faire, c'est que ça va relier les deux ensemble. Fait que ici, si, mettons, je change la première, si je change X, puis que j'affiche Y, X et Y, ils ont été reliés. Okay? Donc ça fait un lien avec ce qu'on avait vu plus tôt, là. Quand on dit que c'est par référence, ben, le principe, c'est que ça existe en mémoire, puis le X pointe là-dessus, puis là, quand j'écris ça, ce que ça fait, c'est que le Y pointe aussi sur la même liste. Donc, si je change n'importe quel des deux, ça va changer la seule qui est en mémoire. Donc, il faut faire attention parce que des fois, tu veux la copier pour travailler dessus puis garder l'original. Mais si tu fais juste une assignation, ça ne fera pas ça. Pour être capable de faire une copie, on a une méthode copie qui existe. Donc, faire attention, si on veut la copier, on fait la copie, puis à partir de là, ça va juste afficher la bonne information. Fait que ça, c'était notre première... Oui, j'ai une question d'Horace. Excusez-moi, je remarque quand même que à Python, c'est un peu complexe. Hein? C'est vraiment un peu complexe dans la mesure où, des fois, pour travailler sur des éléments de la liste, on prend la liste point la méthode. Des fois, on prend
complètement la méthode, comme par exemple l'int. On prend l'int, on appelle la liste dans l'int. On ne fait pas x.length, par exemple. Mais Effectivement. Donc, ici, c'est des décisions de conception puis de design là, dans le langage. Habituellement, si ça travaille sur des modifications d'éléments, OK, ou des emplacements d'éléments spécifiques, ça va être des méthodes. Si tu travailles sur l'ensemble de la chose pour trouver des informations, fait que le min, le max, la moyenne, le length, ça va être des fonctions. Mais je suis d'accord que ça porte à confusion, là. OK, le principe, c'est tu le fais une couple de fois, puis après ça, tu es correct. Pire encore, avec le del, il n'y avait même pas de parenthèse tout à l'heure quand vous voulez supprimer. Ça, c'était une opération spéciale. Donc, ça, je te donne complètement. C'est pas. Comme il y a des bonnes raisons derrière, là, des raisons historiques majoritairement, là, mais effectivement, c'est plein de petites méthodes qu'il faut faire travailler ensemble. Est-ce que del et remove, est-ce qu'ils font la même chose? Dans les quoi? Del versus remove, est-ce que les deux font la même chose? Non. Donc, del travaille sur la position, tandis que le remove travaille sur un item spécifique. Donc, avec remove, je pourrais dire enlève 10, puis il va trouver le 10, puis il va l'enlever. OK, ça c'est le del. Ça, c'est le remove. Donc, ici, le remove enlève un item spécifique. L'item, OK. Exact. Tandis que le del, lui, c'est la position. Exactement. Là. OK. C'est bon. Merci. Bonne question. Fait que ça, c'était notre première structure de données, notre première collection. Il y a un petit frère aux listes qui sont les tuples. Donc, les tuples, ça va être extrêmement semblable aux listes. Donc, ça va être le même principe d'être une collection d'informations qui sont comme numérotées par des indices, mais il va y avoir deux différences fondamentales. La première va être syntaxique. À la place d'utiliser à la création des crochets carrés, on va utiliser des parenthèses. OK? Donc, créer une liste avec des parenthèses, ça ressemble à ça ici. Quand on l'affiche, on voit que ça l'affiche avec des parenthèses. Pour l'accès, ça, par exemple, ça reste pareil. Fait que si je veux accéder à un des éléments, j'utilise quand même des crochets carrés, j'utilise quand même la valeur à l'intérieur. Fait que première modification, c'est le principe d'avoir des parenthèses. Le deuxième, ça va être que si j'essaye de modifier des choses dans un tuple, je ne peux pas. Donc, la différence fondamentale du tuple, c'est qu'une fois qu'il est créé, je ne peux pas modifier les valeurs à l'intérieur et je ne peux même pas changer la taille du tuple. Donc, le tuple, la question qui pourrait surgir dans votre esprit, c'est OK, pourquoi est-ce que je voudrais utiliser un tuple? Il me semble que la liste semble juste plus versatile. C'est surtout pour des raisons d'efficacité. Donc, le tuple étant plus restreint, quand on va faire des calculs avec des éléments qui sont dans des dizaines, des centaines, voire des millions, hein, puis nous, dans le monde des mégadonnées, c'est pas mal là qu'on s'en va. Donc, les ajouts de performance d'être plus restreints est pas mal intéressant. Il faut se souvenir de qu'est-ce qui est possible avec les listes, puis qu'est-ce qui n'est pas possible avec les tuples. Hein? C'est vraiment la différence fondamentale, c'est la modification. Donc, le tuple, c'est vraiment juste ça. Okay? Il n'y a pas rien de différent. On a ensuite la possibilité de avoir à l'intérieur des différentes listes n'importe quel élément. Donc, ça va être le principe de dans ma liste, je peux avoir des valeurs, je peux avoir des chaînes de caractères, mais je peux même avoir d'autres listes.
Oh, avant de continuer, j'ai Hicham. Pour le type de valeur dans un tuple, est-ce que ça peut être mixte aussi, string, valeur? Oui. Donc, encore une fois, n'importe quoi, ça, ces restrictions-là, ça. Il n'y a pas de restrictions additionnelles par rapport aux listes. OK, c'est bon, merci. Donc, on est capable d'avoir des listes dans des listes pour représenter des valeurs habituellement de plusieurs dimensions, mettons des matrices de 2 dimensions. Fait qu'à place d'avoir un tableau de 2 dimensions, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle des listes imbriquées l'une dans l'autre. Donc, ici, on a un exemple où j'ai une liste, j'ai des crochets carrés, à l'intérieur, j'ai des éléments, mais j'ai juste une virgule. Donc, j'ai un élément ici, puis j'ai un deuxième élément ici. J'ai 2 éléments dans ma liste, mais ces éléments-là, c'est quoi? C'est des listes à leur tour. Fait que ce que ça représente, ça ici, c'est en fait ma liste principale va représenter des lignes d'information, puis chacune de ces lignes-là va avoir à l'intérieur la valeur dans chacune des colonnes. Donc, ça représente ici le tableau de 2 dimensions là, de liste imbriquée de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand j'ai des éléments imbriqués, ben, je vais pouvoir utiliser les accesseurs de manière imbriquée. Donc, ici, si je veux aller à l'intérieur de cette représentation-là, je peux marquer valeur crochet 1. Donc, lui, ça va aller sélectionner l'élément à l'indice 1, donc le deuxième, parce que ça commence à 0. Fait que ça, c'était mon indice 0. Ça, c'était mon indice 1. Fait que ça va aller chercher celui-là. Puis dans celui-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller avoir une deuxième paire de crochets, une deuxième paire d'accès qui va aller chercher le deuxième. Fait que 0, 1, 2. Fait que à cet emplacement-là, qu'est-ce que je fais? J'assigne la valeur 10. Fait qu'une fois que j'affiche ça, le résultat de cet emplacement-là a été modifié. On va voir, encore une fois, ça c'est comme juste une petite introduction là, aux éléments de multiples dimensions. C'est pas super versatile quand on utilise juste des listes. Les éléments de multiples dimensions, on va voir qu'il y a certaines librairies, il y a certains modules qui agencent ça pas mal mieux. Fait que c'est de ce côté-là qu'on va aller voir ça. Pour l'instant, je voulais juste lancer le sujet pour qu'on puisse un peu s'y donner une idée pour notre futur. Fait que ça, c'était notre première grosse section de la soirée. On a ici, je pense, c'est les chaînes. Je pense que les fichiers, je vais le garder pour la semaine prochaine. Ouais. Fait qu'on a le principe de chaîne de caractères. Donc, les chaînes de caractères, le principe, on l'a vu, c'est quoi? C'est les types str qui sont dans des éléments qui sont entre guillemets ou double guillemets ou triple guillemets. Mais les chaînes de caractères de type str, c'est en fait des objets qui vont être capables de faire une panoplie de choses, qui vont aussi avoir des méthodes. Donc, on va regarder aujourd'hui comment travailler avec les chaînes de caractères pour faire des choses un petit peu plus fancy. Puis quand on va commencer à travailler avec des sets de données, bien souvent, je vais avoir des sets de données qui sont sales, qui ont des informations disparates. Donc, je vais pouvoir être capable de décortiquer, mettons, une chaîne de caractères qui a une adresse complète à l'intérieur. Puis là, moi, je veux juste extraire le code postal. Mais comment est-ce que je fais ça? Bien, c'est en manipulant la chaîne de caractères. On va aller voir comment est-ce qu'on fait ça en Python. Donc, premièrement, les chaînes de caractères ont des affinités avec les listes. Donc, on est capable d'utiliser certaines fonctionnalités des listes sur les chaînes de caractères. Donc, ici, on a une chaîne de caractères, je l'assigne dans une variable. Bien, je suis capable d'utiliser la boucle for en donnant une chaîne de caractères dans le in. Puis, lui, ce que ça va faire, c'est que ça va venir aller travailler avec chacune de ces différentes lettres, ces différents caractères individuels à l'intérieur de la boucle. Donc, si on l'exécute, on a le salut qui va être une lettre par itération de la boucle. On peut aussi utiliser les mêmes accesseurs de position que les listes avec des chaînes. Donc, le nom de ma chaîne,
un crochet carré avec à l'intérieur un indice. On commence à 0. Fait que si j'ai 1, ben ça, S, c'est 0. Puis le A va être la case 1. On peut aussi utiliser la fonction len sur notre chaîne de caractères qui va me donner le nombre de caractères à l'intérieur. Fait que les chaînes de caractères, dans le pire des cas, on peut l'utiliser comme si c'était une liste, puis on va pouvoir travailler avec. Par contre, il y a un élément qui est très différent des listes, c'est que les chaînes de caractères, par défaut, ben pas par défaut, là, mais en Python, ne sont pas modifiables. Donc, si j'essaye de modifier comme j'étais capable de modifier dans une liste, on peut dire que le str object does not support item assignment. Donc, je ne peux pas modifier le contenu d'une chaîne de caractères. On va voir qu'on va pouvoir facilement créer des nouvelles chaînes de caractères puis effacer les anciennes, mais il y a un principe fondamental, puis c'est pour des raisons d'efficacité dans l'environnement de programmation, qui me dicte que les chaînes de caractères sont immuables. On ne peut pas les modifier. All right? Donc, comment est-ce que je fais pour commencer à toucher à des chaînes de caractères si je ne peux pas les modifier? Ben, je peux en créer des nouvelles extrêmement facilement. Donc, la première, c'est avec la concaténation. Donc, on avait vu le principe de concaténation de liste. Ben, on va avoir la concaténation de chaînes de caractères. Donc, la concaténation de chaînes de caractères se fait aussi avec le plus. Puis, quand je concatène les nouvelles chaînes de caractères, ça va en créer une nouvelle. Fait que c'est à moi de l'assigner quelque part. Puis, à partir de là, je vais pouvoir l'utiliser, la mettre dans une book for, travailler avec les différentes méthodes et ainsi de suite. On peut aussi faire le découpage d'une chaîne, de la même manière, le slicing là, avec le 2 points, de la même manière qu'on l'a fait avec les listes. Donc, pour afficher juste une sous-partie d'une chaîne, on est capable de faire ça. On a aussi le in qui est disponible avec les chaînes de caractères. Donc, même principe, je recherche quelque chose qui est à l'intérieur. Lui, il va aller le chercher directement. Là, ici, faire attention, il n'y a pas de délimitation automatique avec les espaces ou quoi que ce soit. Là. Donc, si j'essaye de mettre TOU, ça va fonctionner quand même. Ou si je marque, admettons, est-ce qu'il y a le texte O espace T? O espace T, il est ici. Fait que ça fonctionne. Mais si j'essaie de mettre quelque chose qui n'est pas à l'intérieur, ça ne fonctionne pas. Donc, lui, il va essayer de parcourir la chaîne et essayer de trouver qu'est-ce que tu as écrit. Littéralement, lui, il ne fait pas de distinction à l'intérieur. Les chaînes ont une panoplie de différentes méthodes intéressantes. Donc, on a les méthodes de détection de chaînes. Ici, on va te donner ici. Un peu de code en dessous. Et voilà. Donc, ces méthodes, là, ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est, bon, premièrement, je peux avoir une chaîne, dire allô, puis avoir la chaîne, point, le nom de la méthode. Fait que là, ici, on va dire, donc, j'essaye is alpha. Ça va me dire que c'est vrai. Pourquoi? Parce que tous les caractères, c'est des caractères alphabétiques. Si, admettons, j'essaye print avec chain.isDigit, je peux voir ici que ce n'est pas
une chaîne de caractères qui représente des symboles représentant des chiffres. Qu'est-ce qui est intéressant avec les chaînes, c'est qu'on n'est pas obligé de les sauver dans des variables pour être capable d'utiliser les différentes méthodes. Fait que je pourrais ici écrire quelque chose comme ça. Donc, l'élément sur lequel je vais appliquer la méthode, c'est la chaîne de caractères 45. En fait, symbole 4, symbole 5. J'ai le point. Là, je demande, est-ce que ça représente des chiffres seulement? Puis, il est capable de me répondre, oui, OK, c'est seulement des chiffres. Donc, une couple de détection de chaîne. Si c'est en minuscule, s'il y a des espaces seulement, si c'est en majuscule seulement, donc de détection. Qu'est-ce qui est plus intéressant? Ça va être les méthodes de remplacement. Donc, les méthodes de remplacement me permettent de trouver une sous-chaîne. Donc, si je cherche dans Allô tout le monde, monde, ça va me retourner l'indice où ça a été trouvé. Donc, ça me permet d'avoir une position avec laquelle travailler. On a aussi des possibilités de remplacement. Donc, on a Replace qui retourne une nouvelle chaîne à partir de... ici, attends, je vais vous montrer un exemple de celui-là. Fait que, ici, j'ai chaîne Allô, tout le monde. Ici, Replace a besoin de générer une nouvelle chaîne. Fait que c'est une méthode. Fait que je peux faire Replace. Puis là, qu'est-ce que je veux remplacer? Je veux remplacer le mot tout par méga. Ça peut faire de sens, mais c'est pas grave. On va juste voir son résultat. Donc, le principe, c'est je remplace dans ma chaîne tout par méga. Puis, tous les endroits où il y aurait eu le mot tout seraient remplacés par le mot méga. Ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est pas obligé d'être de la même taille. OK? Ça pourrait même être une chaîne de caractères vide, ce qui ferait en sorte que ça l'enlèverait complètement l'élément que je recherche. Donc, le replace me permet de créer une nouvelle chaîne puis d'avoir les éléments. Qu'est-ce qui est la méthode la plus forte qui existe avec les chaînes de caractères? Ça va être la méthode split puis aussi join. On va les regarder après. Donc, la méthode split, ce qu'elle va me permettre de faire, c'est de partir d'une chaîne de caractères puis de construire une liste de différentes chaînes. Donc, le principe fondamental, c'est le split va me permettre de prendre une chaîne, prendre les espaces, puis être capable de construire une liste des différents mots, en fait, qui sont séparés par des espaces. Fait que, avec le split, ça me donne une liste. Dans le premier élément de la liste, j'ai salut, qui était le premier, là où c'est que j'ai trouvé l'élément, le et monde. On peut utiliser split, la méthode split, aussi avec un délimiteur autre que l'espace. Donc, ici, un exemple, j'ai une date, puis je vais être capable d'aller chercher chacun des éléments de la date. Je sais qu'ils sont séparés par le slash. Donc, je peux utiliser le split sur un caractère spécifique comme le slash, puis ce que ça va me donner, 11, 12 et 2012. Une autre fonction qui est intéressante, ça va être d'une liste de chaînes. Je peux utiliser aussi un join pour faire l'inverse, pour rajouter des délimiteurs puis créer une seule nouvelle chaîne. Mais avant ça, j'ai une question de Daouda. Oui, pour le séparateur, est-ce qu'il est possible d'utiliser plusieurs séparateurs en même temps? Oui, donc ici, si on s'en va voir la documentation officielle,
Ici, je veux un exemple. Bla, bla, Ok, bla, ouais. bla. Ouais. Ça, c'est pas ce que je veux. Juste là, ça dit if step is given, Ouais, okay, ben, then au pire, on peut l'essayer. Là, multiple hein. character, for example. Qu'est-ce que je veux essayer? Je veux essayer, mettons, ça avec un tiret qui dit allô. OK? Et là, moi, je veux faire un split de ça. Et j'ai dit, je veux un slash ou un tiret. Il me semble qu'il est capable de le faire, c'est ici. Ou ça va être l'inverse, il faut le mettre dans CEP. Ça m'en donne juste un. Attends là. C'était une bonne question. Si on le sépare avec une virgule, Si. Oui, effectivement. Donc, si on en met deux. Ouais, on va nommer. Quelque chose de temps. Si on fait point split deux fois, point split avec slash, point split un deuxième, le Tu deuxième. pourrais, effectivement. Là. Donc, prendre le plus grand des deux, ça va aussi fonctionner. Puis en passant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que mais il faudrait appliquer chacun des splits individuellement. Non, ça a l'air qu'il ne peut pas par défaut. Il va avoir d'autres librairies. Je pense que je suis en train de penser que c'est dans Pandas qu'il y a une meilleure version de Split. Mais la version par défaut ne semble pas pouvoir avoir plusieurs délimiteurs en même temps. Très bonne question. Fait que pour l'instant, on est limité à un seul type de délimiteur. Dernière chose, c'est faire l'inverse. Donc, rajouter des délimiteurs entre une liste de différentes chaînes. Donc, admettons que je veux reconstruire ça, mais qu'il y ait des tirets à la place entre. Donc, on va l'appeler, mettons, date-tiret. Je peux avoir la chaîne du délimiteur, puis avoir la méthode join sur ma liste que j'ai créée. Là, mettons, si je fais un print de date-tiret, je vais avoir, donc je suis parti de ça. J'ai dit, je veux avoir ça, mais je veux avoir juste une chaîne, puis je vais avoir des tirets entre chacun. Puis, qu'est-ce que je peux faire? C'est je mets le délimiteur, puis de ce délimiteur-là, j'appelle la méthode join. Encore une fois, je vous le donne, c'est comme inverser la manière de le faire par rapport à ce que je pourrais penser. C'est pour ça qu'on en jase. Mais je peux avoir le délimiteur, je fais join, j'y envoie la liste, puis lui, il reconstruit la liste avec le délimiteur à l'intérieur. Parfait. Fait que ça, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire avec les chaînes de caractères. Avec ça, dans le deuxième atelier, donc on va avoir des fonctions sur les listes et les tuples, puis les fonctions sur les fichiers, on va se les garder pour la semaine prochaine. Donc,
pour aujourd'hui, en fait pour cette semaine jusqu'à la semaine prochaine, on a les questions sur les fonctions. OK? Donc, être capable de construire différentes fonctions. Donc, pour chacune des fonctions, je vous donne un exemple de qu'est-ce qu'il faut faire avec une description. C'est quoi les différents? Ici, quand c'est marqué args, c'est les paramètres d'entrée. Le returns, c'est les retours. J'ai des exemples de à quoi ça peut ressembler quand je l'utilise avec l'appel et les paramètres et son retour. Donc, on a une panoplie de différentes fonctions à faire. Puis, on va avoir des fonctions sur les listes qui vont aussi être des fonctions. Donc, le principe de fonction, ça va revenir pas mal, là. Fait qu'on peut faire ces différentes fonctions-là qui vont utiliser des listes, des tuples et des chaînes de caractères. J'ai une question de Sokna. Je ne sais pas si c'est Mariem. Oui. Je vous écoute. Vous êtes remuté. Oui, monsieur? Oui. Oui, excusez-moi. C'était juste si vous pouvez revenir sur la fonction join de tantôt Oui. là. Oui, je n'ai pas compris. Excellent. Donc, le but de join, c'est d'être capable de prendre le cas particulier d'une liste de différentes chaînes de caractères. Donc, ici, si, admettons, j'en fais une à la main, là. Donc, une liste de chaînes de caractères. Donc, allô, ou, et monde. Mais moi, j'aimerais ça avoir juste une chaîne, mais qui aurait des délimiteurs que moi, je choisis entre chacun de ces éléments-là. Fait que ce que je peux faire, c'est, on va l'appeler exemple join. Je peux avoir j'écris le délimiteur dans une chaîne. Donc, admettons ici, je veux des espaces entre chacun. Puis, de cette méthode-là, je peux, de cette chaîne des caractères-là, je peux appeler la méthode join puis donner la liste que je veux recombiner ensemble. Hein, le principe du join, c'est de rejoiner une liste en une seule chaîne avec un délimiteur précis. Puis à partir de là, si je affiche ce résultat-là, j'ai le Hello, mais dans une seule chaîne de Hello tout le monde, puis entre chacun, j'ai le délimiteur que j'ai indiqué. Un dernier élément intéressant aussi, c'est je peux aussi faire un join avec rien, une chaîne de caractères vide qui me permet d'avoir juste une concaténation simple de tous mes éléments. Donc, j'ai vu le thumbs up. J'assume donc que ça a répondu à votre question. Super. Donc, pour la deuxième partie de la période d'aujourd'hui, ça va être donc une période de travail pour, comme la semaine passée, pour faire les différents exercices. Évidemment, moi, je reste disponible durant toute cette période-là pour vous aider quand vous êtes bloqué quelque part. La semaine prochaine, on va reprendre la même formule. Donc, on va commencer avec une correction des exercices de cette semaine. On va aller regarder un nouveau bloc de matière. Puis après ça, on va continuer à faire des exercices. Donc, pour l'instant, je vais ouvrir des salles de dérivation. Si vous avez quelconque question, n'hésitez pas à demander de l'aide. Si vous voulez aussi, là, je vais vous mettre dans des salles automatiquement, mais si vous voulez rejoindre une autre salle pour travailler avec quelqu'un, sentez-vous bien à l'aise de faire ça. Sinon, c'est la fin. Est-ce qu'il y a des questions d'ordre général ou spécifique avant que je clôt l'enregistrement et que je vous envoie dans des salles de discussion? Tu peux juste répéter qu'est-ce qu'on doit faire comme atelier? Donc, oui, ici, sur le
site de cours, donc qui est accessible à partir de Léa. Là, il y a un lien vers le site de cours. Dans la section Atelier, on a la deuxième partie de l'atelier 1 sur les fonctions à faire. Donc, à partir à peu près du milieu de la page, donc à partir de inverse additif, on a une série de fonctions à faire. Puis, dans la partie 2, on a la première série avec les listes et les tuples, okay, qui demande de faire une série de fonctions, tout ce qui est avant fichier. OK, merci. Excellent. Donc, avec ça, je vais arrêter notre enregistrement de la journée.